La France m'a tout donné, alors prenez ma vie et faites-en ce que vous voudrez. Difficile de citer plus éloquente déclaration d'amour à son pays d'adoption que ces mots de Joséphine Baker. La danseuse, chanteuse, actrice, puis résistante française fera son entrée demain au Panthéon, près de 50 ans après sa mort. Une victoire pour Laurent Kupferman. Bonsoir, l'homme qui a lancé la pétition Osez Joséphine. Avec nous également Catel, bienvenue à vous. Vous êtes connu avec Bocquet justement pour nous raconter les histoires de ces grandes femmes tombées dans l'oubli. Aujourd'hui donc, c'est Joséphine Baker à qui vous consacrez ce magnifique roman graphique. C'est chez Casterman. Avant de vous entendre tous les deux, ça ne va pas vous déplaire. On va regarder cet extrait. Joséphine Baker avait deux amours, son pays et Paris Musique. J'ai deux amours, mon pays et Paris, heureux toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon? Laurent Kupferman, on voit tout de suite danser. Oui. Mais oui, alors d'abord je veux revenir, c'est pas ma victoire, hein, c'est la victoire d'abord d'un collectif et puis évidemment d'abord de Joséphine Baker pour tout ce qu'elle incarne, tout ce qu'elle a apporté à la France, c'est tout à fait merveilleux. Mais ça on va y revenir, mais quand même pour vous, vous lancez une pétition, il y a des grands noms qui la signent, Laurent Voulzy, Lynn Renaud, Stéphane Bern, Nicoletta, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, exactement, la liste est longue. Pour vous c'est quand même un rêve en tout cas qui devient réalité. Oui, bien entendu, mais je veux insister sur l'aspect collectif de cette démarche. Vous savez, l'ouvrage de Catel et Bocquet aussi, ça contribue à sa panthéonisation. C'est un travail qui a été fait depuis longtemps par la famille aussi, et par toutes celles et par tous ceux qui ont été sensibles à ce personnage extraordinaire qui incarne si bien les valeurs d'universalisme de la République française. C'est vrai que vous, Catel, ça fait maintenant 3 ans que vous travaillez sur la vie de Joséphine Baker. Comment avez-vous procédé de Saint-Louis à Paris ? Ah, mais avec Bocquet, on est un peu des journalistes d'investigation. On est parti vraiment sur les traces de Joséphine de Saint-Louis à Paris, en allant à Alger, en Turquie, à droite, à gauche, pour vraiment se mettre dans ses pas et comprendre ce qu'elle avait vécu et comment elle l'avait vécu. Pourquoi c'est une héroïne selon vous ? Ah ben, c'est une héroïne parce qu'elle est passée... déjà, elle a passé tout le XXe siècle et elle était au début une artiste trépidante qui est devenue petit à petit une humaniste militante, tout en étant résistante au milieu. Et voilà, elle a traversé ce XXe siècle en s'investissant, en s'engageant politiquement pour la lutte contre la ségrégation. Et puis, elle est allée au bout de son utopie en créant la tribu Arc-en-Ciel, en adoptant 12 enfants de couleurs, de nationalités, de religions différentes. Et elle a élevé tout ce petit monde au château d'Émilande. Et ça, c'est une expérience unique qui était en effet une utopie, mais qui a fini par se réaliser, car ces enfants aujourd'hui sont unis, ils sont comme les doigts d'une main, et ils nous prouvent que son rêve est devenu réalité. J'aimerais lire cette phrase que vous mettez en exergue. Voilà ce qu'elle disait. Vous savez, mes amis, que je ne mens pas quand je vous raconte que je suis entré dans les palaces des rois et de reines, dans les maisons de présidents et bien plus encore, mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et boire une tasse de café. Et cela m'a rendue furieuse. 28 août 1933. Selon vous, qu'est-ce qui a convaincu Emmanuel Macron ? Et vous savez, il l'a dit, les combats de Joséphine Baker sont modernes et inspirants. Il a raison. Ils sont malheureusement modernes parce que dans un monde dans lequel il y a un ressurgissement du racisme, de l'antisémitisme, de la peur de l'autre, eh bien, les engagements et l'exemple de Joséphine Baker sont tout à fait importants. En plus, ils incarnent vraiment... Elle incarne vraiment les valeurs de la République française. Je veux le redire parce que c'est vrai et c'est d'autant plus admirable qu'elle est née à Saint-Louis, aux États-Unis. Alors, évidemment, elle naît dans un pays où il y a la ségrégation, c'est-à-dire des autobus pour les Blancs, des autobus pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs. Et quand elle arrive en France, en 1925, à 19 ans, elle voit pour la première fois un homme qui lui tend la main, qui lui sourit et qui est un homme blanc. Pour la première fois, elle se sent comme une personne et non pas comme une couleur. Et en plus, quelques jours après, elle a ce triomphe
extraordinaire au Théâtre des Champs-Élysées. C'est normal qu'elle Et tombe amoureuse de Paris. Justement, beaucoup de monde connaît la star internationale franco-américaine, son engagement aussi dans la résistance. On connaît moins en revanche sa vie privée, sa vie intime. Vous l'avez dit tout à l'heure, mère adoptive de 12 enfants de toutes origines, de toutes religions. L'une de nos équipes a rencontré l'un d'eux, qui sera d'ailleurs tout à l'heure face à Patrick Simonin. Mais c'est le lieu aussi qui est emblématique et on le retrouve d'ailleurs dans votre roman graphique Catel, le château des Milandes en Dordogne où elle a passé une partie de sa vie. Reportage Mathieu Sarfati, Thierry Mébon. Il est le numéro 7, septième enfant de la fratrie Baker, adopté comme ses frères et sœurs par Joséphine Baker aux quatre coins du monde. Je viens donc d'arriver là, aux Milandes, et c'est mon père qui me tient dans ses bras. Et là, c'est le début de la vie dans la tribu Arc-en-Ciel qui commence pour moi. La tribu Arc-en-Ciel. C'est ainsi que Joséphine Baker surnomme ses 12 enfants. Et pour les élever, elle achète en 1947 le château des Milandes, un écrin au cœur de la Dordogne, où Joséphine voit grandir ses enfants, loin des paillettes du music hall. La vie ici aux Milandes était une vie de colonie de vacances permanente, c'est-à-dire beaucoup d'enfants, donc une vie à la fois joyeuse, tumultueuse. Nous jouions tout le temps, nous faisions plein de bêtises, avec une maman qui était célèbre mais pour les gens, mais pas pour nous. Nous, enfants, ici, c'était une maman. Ça n'était pas... Joséphine Baker n'était pas une vedette. On n'en avait pas du tout conscience. Une de ces fois où on la voit en télé, jeune, avec la ceinture de banane, un peu plus ou moins déshabillée, en train de danser le Charleston, on dit « Maman, viens voir, viens voir ». C'est toi qui fais l'idiote sur scène, tu louches, tu danses bizarrement et tout. Et ma mère, mais non, essayons désespérément de trouver le bouton d'arrêt de la télé, disant non, ça c'est une danseuse. Mais moi, je suis votre maman. Cette danseuse, c'est une autre femme. Au château des Milandes défilent les plus grandes stars. Brel, Grace Kelly, Dalida. Pourtant, Joséphine Baker tente d'offrir à sa tribu la vie la plus ordinaire possible. Lorsqu'elle était là le dimanche soir, elle nous préparait des spaghettis à la bolognaise, ce qui était son plat préféré. D'ailleurs, nous verrons ici une photo de ma mère, justement prête à servir la grande plâtrée de spaghettis, façon mama italienne, avec sa grande famille. Joséphine Baker, une femme généreuse. Elle donnera sans compter et à tout le monde jusqu'à ce jour de mai 1969. Ma mère était donc ruinée, mise à la porte. Un jour terrible dans sa vie, mais ça fait partie de son destin. L'État français a pensé l'aider. Elle a dit non, la France n'a pas à payer pour mes fautes. Cette France qu'elle aimait tant va faire bien plus. Elle lui offre son entrée au Panthéon pour célébrer la Joséphine Baker, résistante, féministe et militante. Pour ses enfants, Joséphine Baker restera bien plus qu'une maman et qu'une star, une étoile dans l'histoire de France. Une étoile dans l'histoire de France. Qu'a-t-elle vous redonné vie aux Milandes dans ce roman graphique avec Bocquet? Ça devait être incroyable à dessiner, non? Oh, fabuleux, parce que y a le château, un château de Belle-au-Bois dormant, hein, et dedans ont vécu tous ces enfants. Mais il n'y a pas seulement le château, il y a tout autour du château. Joséphine avait acheté des propriétés, on avait fait un domaine, une sorte de Disneyland, enfin je dirais plutôt de Bakerland, où il y avait une piscine, un cabaret, un hôtel, un cinéma, et tout ça devait faire vivre le tourisme et faire venir du monde pour découvrir la culture en plein Périgord. Ouais. Et ça a été aussi unique comme expérience. Et les enfants allaient jouer là-dedans, et Jean-Claude nous a emmenés dans différents endroits, et des endroits assez privés, comme une tour par exemple, où ils sont montés tout en haut un jour tragique, où Joséphine a dû laisser son château ruiné, et ils sont tous allés graver leur nom sur la pierre en haut de cette tour. Et j'ai pu le dessiner, faire une histoire autour de ça. Alors c'est pas exhaustif, loin de là, c'est difficile d'être exhaustif avec un tel parcours, mais tout de même on retrouve par exemple la rencontre avec Fidel Castro. Bien sûr, on rencontre tous les grands moments de sa vie politiquement décisifs, bien sûr, et puis ces moments aussi de gloire artistique, de star
stars jeunes, de stars plus âgées. Enfin, on a essayé de brosser un portrait assez complet tout de même des moments très importants et fondamentaux de sa vie. Laurent Kupferman, vous me disiez juste avant cette entrevue, c'est rare et on ne va pas vous donner tort en ce moment d'avoir quelque chose qui fédère cette entrée au Panthéon. Et pourtant, il y a quand même des voix dissonantes. Certains disent, mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Joséphine Baker et pas Gisèle Halimi, autre grande dame de l'histoire de France? Et Rokhaya Diallo, ça fait grand bruit dans une tribune au Washington Post qui dit que cette panthéonisation, je cite, n'efface pas le racisme omniprésent en France. Comment réagissez-vous? Écoutez, qu'il y ait du racisme, qu'il y a toujours eu. Vous le disiez tout à l'heure, dans toute d'ailleurs. société humaine, il y a une composante raciste, malheureusement. Et effectivement, la lutte contre le racisme est un combat et contre l'antisémitisme et contre la peur de l'autre, tout simplement. La peur de la différence est un combat permanent. Donc, en ce sens, la panthéonisation de Joséphine Baker est réellement un modèle parce qu'elle incarne c'est une femme qui est née avec tout contre elle. Hein. Elle vient d'un milieu extrêmement plus que modeste. Elle est métisse, donc elle est trop noire pour les blancs et trop blanche pour les noirs. D'ailleurs, en France, ça lui a été reproché, pas assez. Donc, ouais. elle est, en plus, elle ne peut pas accéder à son destin. Il faut qu'elle arrive en France pour réaliser son destin. C'est la République du possible, Joséphine Baker. Alors, et c'est ça qui est célébré. Elle a déjoué le racisme, le nazisme et aujourd'hui donc le sexisme. Elle est la 6e femme à entrer au Panthéon, la première femme noire. Et au total, je crois, c'est sur 75 personnes panthéonisées. 80. Là encore, c'est 80 au total. C'est un pied de nez là aussi. Et oui, vous savez, sur le Posthume. fronton du Panthéon, il y a écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Je voudrais dire aux grandes femmes, la patrie reconnaissante aussi. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catel. On va poursuivre d'ailleurs cette page avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. Le temps pour moi de vous dire de ne pas hésiter à vous rendre sur notre site internet avec tout un dossier et notamment le pari de l'entre-deux-guerres avec Joséphine Baker. On va maintenant poursuivre en vous remerciant d'ailleurs tous les deux, Catel et Laurent Kupferman, d'avoir été avec nous.